Bonjour à tous, ce tuto a pour objet de corriger la partie 3 de la fiche sur la gestion des congés payés. Donc je me propose de revoir un petit peu les règles de base en relisant les ressources qui vous ont été fournies pour réaliser la partie 2 et puis nous allons répondre aux questions de la 3. Alors je rappelle, donc j'ai affiché à l'écran la ressource 3 sur l'acquisition des congés. Alors le droit à congé payé, évidemment tous les salariés dès le premier mois de travail ont droit à des jours de congé. Ces jours de congé sont au nombre de 2,5 jours ouvrables par mois de travail. Ces jours de congé font l'objet sont acquis selon une période de référence qui n'est pas l'année civile. Ça veut dire qu'en fait, on doit, pour pouvoir partir en congé, sauf arrangement avec l'entreprise, on doit cumuler des jours de congé sur une période qui va du 1er juin au 31 mai. Et ensuite, ces congés peuvent être utilisés sur deux périodes. Une période principale et des semaines de congés hors période qui vont s'appeler des congés fractionnés et donneront lieu à des droits supplémentaires. Alors le calcul des droits se fait 2 jours et demi de congés par mois effectif pour une présence complète du mois. Et évidemment, il y a des périodes qui rentrent quand même dans le calcul. Par exemple, si vous êtes vous partez au mois de juin, tout le mois de juin en congé, et bien ce mois de juin va générer lui aussi des congés. Alors j'ai fait une petite grille Excel pour vous montrer euh, un petit peu de manière visuelle. Donc en fait, voilà, j'ai représenté plusieurs années. Donc l'année N, ça peut être l'année N qui sera par exemple 2020. 2020. Nous sommes actuellement en novembre. Décembre, je regarde mon petit fichier. Donc je vous montre, voilà, j'ai modifié quelques petits éléments. Donc la période de congé est une période de 12 mois, mais qui sont décalés par rapport à l'année civile, puisqu'on acquiert des congés du 1er juin au 31 mai. Donc j'ai mis la période en rouge, qui va s'appeler, en fonction de l'année où on étudie les congés, la période N-1, N. Voilà, donc ici, par exemple, nous sommes sur l'année N. Actuellement, nous sommes au mois de novembre. Et les salariés ont acquis des congés pour pouvoir partir sur la période principale qui va du 1er mai à fin octobre. Donc ça, c'est la période principale des congés. C'est-à-dire qu'en fait, en France, on a défini une période principale de congés où l'employeur doit vous donner des congés au minimum 2 semaines et au maximum 4 semaines contiguës voilà, ça va s'appeler la période principale de congés. Les salariés peuvent prendre des semaines en dehors de la 5e semaine, et on dira que c'est du fractionnement de congés payés. Alors voilà, donc chaque mois, donc les salariés ont acquis sur la période rouge qu'on va appeler N, N-1. Pourquoi N, N-1? Parce que le mois de décembre étant ici, l'année s'achève le 31 décembre. 31 décembre, donc quand on va la période rouge, ça va s'appeler la période N, N-1. C'est-à-dire, période N-1, c'est la période à cheval. Donc un salarié qui était là, qui était présent tout le temps, eh bien il acquiert 2 jours et demi par mois. Et ici, évidemment, si on fait le cumul de l'ensemble, ça fait 30 jours de congé, c'est-à-dire les 30 jours nécessaires pour partir 5 semaines de congé. Mais voilà, donc ce salarié a pu utiliser ces 30 jours au mois de juillet. Il est parti peut-être 15 jours, et en fonction des congés qu'il va poser, eh bien, il va épuiser ces jours. C'est pour ça qu'on va avoir un compteur de NN-1 et un compteur NN+1. Pourquoi? Parce que quand on fait le salaire de novembre, par exemple, eh bien, depuis début juin, eh bien, il acquiert des jours pour l'année prochaine, puisque l'année prochaine, quand il va vouloir partir en vacances, il va devoir utiliser des jours de congé qu'il aura acquis sur N et N+1. Donc en fait, on a deux compteurs en bas du bulletin, par exemple en novembre. Donc je vais enlever la partie bleue correspondant à novembre.
Voilà, donc imaginons, je fais le salaire du mois de novembre, eh bien, on va avoir deux compteurs. Les compteurs N-1, c'est-à-dire il a acquis 30 jours, mais s'il a pris des congés, eh bien, on va mettre moins 15 jours, moins 10 jours, etc. Et il va avoir un compteur de congés N+1, c'est-à-dire qu'à la fin de novembre, combien de jours a-t-il acquis? Eh bien ici, 2,5, 2,5, 2,5, donc on peut, c'est pour un salarié normal qui était présent toute la période de référence, eh bien, il va avoir acquis la somme de nombre de jours de congé, il aura acquis 15 jours pour l'année prochaine. Ça veut dire qu'on va lui dire, bon, il vous reste tant de jours sur la période N-1 et vous avez acquis 15 jours pour l'année prochaine. Voilà. Si le salarié partait immédiatement de l'entreprise, eh bien, on lui paierait. Ensuite, ces jours de congé vont être suivis d'un autre droit, qui est le droit à indemnité de congé payé. Ces droits à indemnité de congé payé, eh bien, on va cumuler le salaire que ce salarié a eu pendant toute cette période. Alors, par exemple, il a eu 2000 euros par mois. Eh bien, il va avoir droit à une indemnité qui est égale au cumul des salaires. Donc, je vais faire égal somme de l'ensemble de ces salaires. Et cette indemnité, elle est calculée selon la règle du dixième. Ça veut dire qu'on va prendre tous les salaires de ce salarié de la période de référence et on va dire, on va cumuler. Donc on prend ces salaires, on les cumule avec des primes éventuellement. Il y aura des règles pour dire si on les prend en compte ou pas. Et on va diviser par 10. Donc on sait que pour 30 jours de congé, le salarié va avoir une indemnité totale de 2400. Donc si on veut connaître l'indemnité par jour, eh bien, il suffit de diviser par 30. Donc pour un jour ouvrable de congé, le salarié sera indemnisé pour 80 euros. Et après pareil, l'indemnité en cours, imaginons qu'on fasse les salaires du mois de novembre, le salarié, je vais changer ici, le salarié a eu une augmentation, par exemple, en cours d'année, eh bien, il faut faire attention. On doit tenir compte de cette augmentation pour pouvoir calculer l'indemnité qui lui est acquise. Donc, pour le moment, son cumul de salaire brut est égal à 2500, 12 500. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vérifier. Voilà, ici, 12 500. Donc, je vais diviser par 10 pour avoir le montant de l'indemnité. Voilà. Par rapport au nombre de jours tout à l'heure, on avait dit 2 jours et demi fois 11 fois, eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour 15 jours. Voilà, 15 jours. Donc il a une indemnité de 1250 euros pour 15 jours. Donc on peut toujours aussi calculer l'indemnité pour un jour. Voilà. Voilà pour les règles de calcul des droits. Je reviens à la ressource. Cette indemnité, donc je vous l'ai expliqué. Il faut savoir, je vais rappeler ce qu'est le congé principal avec la ressource. Donc là, l'employeur doit donner au moins 12 jours consécutifs, c'est-à-dire 2 semaines, pendant une période de congé principal. Du congé principal. Par contre, le salarié ne peut pas prendre 5 semaines d'un coup, hein, c'est interdit par la loi. La durée maximale est de 4 semaines. 4 semaines. La 5e semaine, il doit la prendre hors période de principale. Et si jamais le salarié peut prendre des jours en dehors de cette période principale et en dehors de la 5e semaine, eh bien, il y a des jours qui vont s'ajouter. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, le salarié a pris 2 semaines entre juillet et août. Il prend une semaine à Noël, il lui reste des semaines à poser. S'il prend en février, eh bien, une semaine entière, il aura des jours de fractionnement. C'est-à-dire que la loi oblige l'employeur à rajouter des jours. Ça, c'est pour éviter que les employeurs fractionnent trop les congés des salariés. Voilà, donc la règle du dixième, je l'ai expliqué. Donc je vais passer à la ressource suivante. Alors, dans l'application, on vous demandait si les salariés avaient, voilà, ils avaient posé leur congé, et les salariés demandaient si voilà, si les salariés demandaient s'ils avaient droit, s'ils pouvaient prendre tous ces congés. Alors je rappelle que Bueno, on avait calculé, il avait droit à 30 jours ouvrables, Pagé a droit à 12 jours, et Karine
avait droit à 27 jours arrondis. Alors je vais répondre aux questions. Les salariés sont-ils obligés de prendre leur congé au moment de la fermeture de l'entreprise? Oui, ils sont obligés. Que se passe-t-il si un jour férié est présent dans la semaine de congé du 25 décembre? Eh bien, par exemple, le salarié n'aura pas besoin de poser un jour de congé pour ce jour férié. L'employeur peut-il modifier le projet de planning? On avait dit oui, il peut le faire, mais il doit prévenir dans les 2 mois avant. La période de Monsieur Paget est-elle correcte? Ben oui, parce que Paget, il a 12 jours de congé, et lorsqu'on retourne voir la ressource, Paget, voilà, Paget veut partir du 20 au 26 juin, donc sur sa période N-1, il a acquis 12 jours, donc pas de souci. Ensuite, Madame Bueno, elle demandait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines et 5 semaines. Eh bien, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, évidemment, elle doit reporter 1 semaine puisqu'elle n'a pas le droit de prendre les 5 semaines d'un coup. Et Karine, ensuite, elle demandait à partir 2 semaines, 2 semaines en août, donc on est bien à la période principale. Et Karine, elle avait 27 jours. Ce qui fait que là, elle pose 12 jours. Il va lui rester 15 jours à poser. Voilà, donc de la semaine. Ensuite, elle veut poser la semaine du 24 au 30 octobre. Eh bien oui, pas de difficulté. Il lui restait 27 moins 12 jours, il lui restait 15 jours ouvrables. Donc la semaine du 24 au 30, pas de difficulté, puisqu'il lui reste 15 jours. Voilà, donc elle aura un solde après cette semaine de 9 jours. Et évidemment, quand elle va prendre les semaines supplémentaires, elle aura droit à des jours de fractionnement. Voilà. Comme son congé est en dehors de la période, alors les jours de fractionnement, peut-être qu'on le mettra sur la dernière semaine, ou celle-ci, en tout cas, quoi qu'il en soit, elle aura droit à 2 jours de plus de congé, puisque son congé principal aura été fractionné. Ensuite, combien de jours ont été pris par Monsieur Paget? Que constatez-vous? Peut-il reporter ces jours sur l'année suivante? Eh bien, Monsieur Paget, il lui reste 6 jours sur les 12 qu'il avait acquis. Il lui reste des jours de congé et il peut les reporter jusqu'à une date limite il peut les reporter jusqu'à une date limite du 31 avril N+1. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on doit avoir soldé les congés quand on commence à acquérir des congés pour la nouvelle période. Donc les congés qui avaient été acquis par la période rouge, eh bien, on doit avoir posé, fini les semaines avant de commencer à acquérir les suivantes. Alors tout ça, c'est la réglementation. Tout ça, c'est la réglementation. Évidemment, il y a, en fonction des accords entre l'employeur et le salarié, il peut y avoir des aménagements. Par exemple, un salarié qui vient de commencer, qui n'a pas acquis beaucoup de congés, peut demander à prendre des congés sans solde. C'est-à-dire qu'il va partir en vacances, en congé, mais il ne sera pas indemnisé. Ce salarié n'étant pas indemnisé, ça s'appelle un congé sans solde. Autre possibilité, un salarié qui a acquis des droits. Imaginons, je reviens sur mon petit fichier Excel. Regardez, si jamais un salarié a été embauché, voilà, ici, je sais, en janvier, par exemple, en janvier, il va acquérir que 2 jours et 2 pour la période précédente, il a acquis que 2 jours et demi, 2 jours et demi et 2 jours et demi. Voilà, donc si on cumule les jours que ce dernier a acquis, eh bien, il va avoir acquis 12 jours et demi. Et imaginez qu'en juillet, il veuille prendre, voilà, on va arrondir à 13 jours, imaginons qu'en juillet, il veuille prendre 15 jours ouvrables, eh bien, il va lui en manquer. Donc, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir demander, ou, première chose,
un congé sans solde pour les jours qui lui manquent, c'est-à-dire il ne sera pas indemnisé, ou alors il va dire je voudrais prendre 2 jours par anticipation des jours que j'ai acquis pour la période suivante, c'est-à-dire N plus 1, c'est-à-dire pour les congés de l'année prochaine. Donc l'employeur peut dire oui, je vous accorde 2 jours de congé de manière anticipée, mais par contre quand il partira l'année prochaine, évidemment on lui aura retiré de son compteur. Voilà les aménagements possibles concernant les jours de congé. Petit 4, voilà, je vais arrêter ce tuto pour clore la correction de la partie 3 du cours et je me propose de faire d'autres explications pour la partie 4. Merci. En clôturant le tuto, je me suis rendu compte que j'avais oublié de répondre aux dernières questions. Quelles mentions vont figurer sur le bulletin de paie de Karine au mois d'août N? Eh bien, on aura une ligne, bon évidemment on a toujours le salaire de base pour une durée de mensuelle moyenne, et on aura une retenue pour absence pour la période où le salarié n'est pas là, mais par contre cette absence sera compensée par une indemnité de congé payé. Il y aura aussi en bas du bulletin un compteur du nombre de jours et d'indemnités que le salarié a accumulé sur la période N-1N et un compteur pour, de la même manière sur le nombre de jours acquis pour la période NN plus 1, c'est-à-dire pour les congés de l'année qui suit et l'indemnité correspondante. C'est ses droits à lui, donc il faut l'avertir il faut l'avertir, lui donner ces informations régulièrement pour qu'il puisse s'assurer que le droit est respecté.